Pour terminer notre partie sur la guerre en Ukraine, on va s'intéresser un petit peu à la guerre de l'information. C'est- Elle est sympa, cette Oui, vue-là. elle est Oui, sympa, ouais. ouais. On va revenir sur la bataille d'Azivka. Les narratifs de la bataille de Bakhmout ressortent. Alors, au-delà du narratif, hein, il faut bien comprendre que c'est pas forcément un bon signe, hein, quand ça commence à ressortir comme ça. On nous ressort les vagues d'assaut avinées de Moudjik. Donc, si on se remémore, il y a un an du même narratif sur la bataille de Bakhmout et l'issue pour les forces ukrainiennes de la bataille de Bakhmout, on peut considérer qu'on est sur une configuration qui est comparable. Également, le général Yakovlev en citant les actions des colons en Cisjordanie, a parlé de ratonnade. Hein, alors, le général Yakovlev il est toujours aussi mesuré dans ses propos, hein, puisqu'il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, sur le plateau de Darius Rochebin, il avait parlé de solution finale pour le peuple de Gaza. Alors, Darius Rochebin l'avait arrêté, mais il dit, mon général, euh, vous ne pensez pas ce que vous dites. Oui, non, mais bon, solution finale, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une forme d'épuration ethnique. Alors, c'était plus ou moins rétabli, mais tu imagines le terme. C'est vrai que le terme était totalement déplacé, mais c'est son habitude, lui. De toute façon, il emploie des termes, on se demande parfois comment son cerveau peut fonctionner. Alors là, il a parlé de ratonnade, c'est pareil, c'est un terme qui est déplacé, puisque ça n'a rien à voir. Mais on est, en fait, ce qu'il voulait souligner, c'est en fait les actions des colons vis-à-vis des populations palestiniennes, notamment des agriculteurs palestiniens. Donc, on en revient à ce qu'on disait avant de commencer la vidéo sur l'attitude beaucoup plus équilibrée de LCI sur le conflit en Palestine que sur le conflit en Ukraine. Alors, dans notre discussion précédente, dont on vous a déjà parlé avec Hervé, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on avait LCI, qui a été le plus pro-ukrainien, le plus propagandiste depuis 1 an et demi, était beaucoup plus mesuré concernant le conflit au Moyen-Orient, beaucoup moins inconditionnellement soutien d'Israël, et que c'était CNews qui avait pris le relais et qui est brutalement, je dirais d'une certaine façon, pro-israélien. Eh bien, on s'est posé la question de savoir quels étaient les intérêts des deux oligarques propriétaires. C'est-à-dire qu'LCI a pris le parti de l'Ukraine, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'il y aura de la reconstruction après, et en tout cas, le marché des pays arabes pour Bouygues, parce qu'il s'agit bien de Bouygues, qui est le patron et le propriétaire d'LCI, le marché des pays arabes et des pays musulmans est tout à fait essentiel pour LCI. Quant à Bolloré, alors là, je ne sais pas comment analyser les raisons pour lesquelles CNews est devenu à ce point pro-israélien. Je ne sais pas, il doit y avoir peut-être des intérêts économiques, parce que c'est quand même ça qui est extraordinaire. Le système médiatique français est entre les mains d'une douzaine d'oligarques, et ce sont eux qui orientent le contenu des médias. On le voit avec l'oligarque tchèque ou slovaque, je ne sais plus, Kretsinski, hein, qui a racheté un certain nombre de journaux, et il leur impose une ligne. Hein. Quand Marianne avait fait une qui était assez critique sur Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, il était intervenu pour la faire retirer et faire adopter une beaucoup plus favorable aux locataires de l'Élysée. Voilà, c'était une petite question qu'on s'était posée sur le pourquoi des positionnements des uns et des autres. Alors, également, sur le plan de l'information, il faut toujours se replonger dans la pensée stratégique des États-Unis et lire les publications de la Rand Corporation. Donc, cette publication qui date de 2019 et qui est accessible, hein, sur Internet. Hein. Et il y a un tableau parmi d'autres tableaux, hein, qui concerne le sujet de comment contenir la Russie.
l'expansion de la Russie, il y a bien sûr ce tableau qui est assez parlant, hein, donner des moyens létaux à l'Ukraine, c'est-à-dire armer l'Ukraine, et ensuite c'est ce qui semble le plus prometteur, hein, de manière à rentrer dans une confrontation avec la Russie de manière indirecte, par proxy interposé, mais de ce tableau, ils disent que les risques sont importants, hein, le coût est important, les bénéfices peuvent être importants, mais la probabilité que ça marche est quand même assez modérée. Alors, lorsqu'on va sur le risque, sur le site de la Rand Corporation, évidemment, ils ont du mal à supprimer maintenant toutes ces publications, puisque elles sont, donc, ils ont mis un petit entrefilet expliquant que les pro-russes les utilisent pour confirmer la propagande de Poutine. Mais en fait, il n'y a pas de propagande ou de pro-russe, c'est simplement de l'analyse que les États-Unis cherchent à contenir la Russie sur le plan géostratégique, ça se comprend. Et ensuite, qu'on fasse une corrélation avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça se comprend aussi, ça serait stupide de ne pas faire une corrélation. Ou aveugle. Alors, on en revient à la discussion qu'on avait également avant de commencer la vidéo. En ce moment, notamment la presse anglo-saxonne, hein, puisque la presse anglo-saxonne, il faut la lire, hein, Ah oui. parce qu'elle est toujours mesurée, beaucoup plus équilibrée. C'est une presse vraiment de débat. Et le dernier titre du Wall Street Journal, c'est « Il est temps d'arrêter la pensée magique à propos de la défaite de la Russie ». En fait, ils sont en train de dire ou d'écrire ce que l'on dit nous souvent, enfin nous, je veux dire ceux qui cherchent à être à peu près lucides par rapport à ce conflit depuis le début de ce conflit. Et donc c'est un petit peu un retour à la réalité, mais c'est pas innocent. Et je pense que ça s'inscrit dans une campagne de presse visant à infléchir les positions de l'Ukraine vis-à-vis de ses objectifs de guerre qui sont quasiment inatteignables, hein, puisque c'était retrouver les frontières de 1991. Donc aller vers une solution de gel du conflit avec une solution négociée en l'état des positions des forces sur le front. Par contre, je ne pense pas que la Russie maintenant veuille négocier. Alors, je profite de l'occasion du journal, enfin de l'article du Wall Street Journal, pour rappeler que je crois, hein, j'attends confirmation, qu'il y a une négociation qui a eu lieu entre le président des États-Unis, enfin entre la Maison-Blanche et le Congrès, et essentiellement la Chambre des représentants, à propos du budget. Et que dans le budget sur lequel ils ont passé un accord, qui si cet accord n'existait pas, n'était pas voté, eh bien le gouvernement et toute l'administration du pays seraient en état de cessation de paiement, eh bien que dans ce budget, il y a le financement de l'aide à Israël et il n'y a plus quasiment d'aide pour l'Ukraine. Si c'est adopté comme ça, je veux dire, c'est une situation qui est assez catastrophique pour l'Ukraine, et ce qui explique l'article du Wall Street Journal, parce que il est temps d'abandonner la pensée magique. Vous êtes gentil, hein, vous en êtes drôlement servi. Et nous, lorsqu'on disait, mais attendez, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qu'il faut comprendre, le réel n'est pas celui-là, on se faisait insulter et traiter de suppôt de Poutine. Hein, donc Oui. aujourd'hui, oui, ben non, aujourd'hui, c'était ce qu'on disait, c'était de la pensée magique. On passe souvent de suppôt de Poutine à antisémite, ou alors Ah oui, c'est un petit peu ça. Dès qu'on commence à vouloir raisonner un sujet en prenant du recul et sans être, même si on a des opinions, mais en étant le plus factuel et réaliste possible, en général, évidemment, on va choquer des parties prenantes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, Gérard Haro, qui est l'ancien ambassadeur aux États-Unis de la France, bon, il m'a bloqué sur X. C'est bien dommage parce que je trouve que c'est une personne qui a plutôt des raisonnements qui sont pertinents, hein, en général. Et donc, il a évidemment mis en avant le sujet crucial de la situation en Cisjordanie, qui est vraiment le sujet stratégique, à mon avis, de ce conflit entre Israël et puis les groupes armés palestiniens.
Et donc, il souligne le fait que ce qui se passe en Cisjordanie est scandaleux, hein, et que les colons sont en train de réaliser un nettoyage ethnique. Hein. Donc, quand vous avez un ancien ambassadeur de France qui s'exprime ainsi, c'est qu'il le fait de manière posée et après mûre réflexion. On n'est pas sur les sorties du général Yakovlev. Alors, écoutez, allez voir Gérard Haro dans une salle de l'Assemblée nationale. Je sais pas, non, c'est pas une commission d'enquête, je sais pas, c'est un groupe de travail, et il est en face de l'ineffable Meyer Habib. Donc, Ah Meyer oui, Habib pousse des hurlements, ah oui, etc. Lui, il s'agace un peu quand même, ouais, ouais, notre excellence. Hein, il ouais, s'agace un petit peu. ouais. Hein, il est d'une grande fermeté en disant non mais attendez, arrêtez de dire n'importe quoi. Meyer Habib, oui, ça c'est comment dire, celui depuis le 7 octobre, là, personne ne peut dire qu'il ne l'a pas déjà vu et ne le connaît pas, parce que Ouais. qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend, c'est véritablement, je veux dire, un repoussoir, ce type, hein, un repoussoir. Israël ferait bien de trouver des Ouais. porte-paroles. Le Likoud s'entend, puisque c'est un Ouais. député au Parlement français, mais tout le monde sait très bien que c'est un Ouais. député israélien du Likoud. Hein. Je pense que les Israéliens seraient avisés de trouver quelqu'un d'un peu plus présentable. En fait, Attention, ouais, ouais. j'ai dit, je vais me faire naturellement traiter d'antisémite. Non, non, Critiquer mais Meir Habib, c'est antisémite. Bon. souvent, parfois, les amis d'Israël, quand on entend les propos qu'ils tiennent, on peut se demander si réellement ce sont des amis. Hein. C'est un peu comme les amis de l'Ukraine. Hein. Ouais. Parce que quand c'est extrémiste, ça ne sert pas à la cause que l'on veut défendre, de toutes les manières. Et donc Gérard Haro, bien sûr, sur le conflit en Ukraine, il a également la même position. Hein. Alors c'était aussi sur LCI, c'est pour ça que je dis que LCI, quand même, de temps en temps, il donne la voix à des personnes qui sont un petit peu divergentes par rapport aux opinions qui sont exprimées sur les plateaux. Il n'y aura pas de victoire décisive, le rapport de force ne le permet pas. Il faudra amener Poutine à Nuremberg. C'est pareil. Ça va être très compliqué pour les Occidentaux, après avoir mené cette campagne de dénigrement contre la Russie et aussi contre le président Poutine, parce que bon, l'accusation de crimes contre l'humanité avec le déplacement des enfants ukrainiens en Russie, quand on analyse la situation, on voit très bien que c'est extrêmement tiré par les cheveux, si je peux me permettre. Et, et donc, mais le problème, c'est que ça crée vraiment des points de non-retour, quoi. Hein. Et là, lorsqu'on parle de négociations, des points de non-retour sur lesquels d'ailleurs les Russes pourraient également s'appuyer en disant, écoutez, vous voulez négocier maintenant avec un criminel de guerre? Ben non, nous, on continue notre guerre. Ouais, tu vois un petit peu toute l'incohérence et les impasses vers lesquelles on peut être conduit avec des Tout à propos comme fait. ça. Et puis, alors, c'est le double standard aussi, hein, parce que je veux dire, bon, le mandat d'arrêt contre Poutine, qui est une manœuvre occidentale, qui, sur le plan juridique et judiciaire, ne reposait sur pas grand-chose, bien évidemment, il n'y aura aucun mandat d'arrêt concernant Netanyahou. Et pourtant, documentés, là, ils sont tout à fait imparables et reconnus à l'ONU, il y a des crimes de guerre. Donc, bon, voilà, moi, j'entendais quelqu'un à propos de ce que tu disais tout à l'heure sur on veut nous amener à une guerre de civilisation. Or, c'est beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus concret que ça, ce qui est tout à fait exact. Les guerres de religion existent, les affrontements civilisationnels peuvent exister aussi, mais en l'occurrence, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. J'entendais quelqu'un dire à propos en réponse à ce qu'on disait, oui, mais vous êtes anti-occidentaux, c'est nos valeurs. Et la personne répondait, mais écoutez, non, on vous déteste parce que justement, vous n'avez pas de valeur. On ne vous déteste pas pour vos valeurs, on vous déteste parce que vous n'en avez pas. Et malheureusement, les gens qui disent ça ont quand même quelques arguments. Et enfin, on va terminer par l'information. Donc, je conseille à tout le monde de regarder l'excellente interview sur Skyrock du chef d'état-major des armées, le général Burkhardt. Bon, c'est quelqu'un qui passe très très bien en communication, qui sait très très bien communiquer,
qui a les idées également très très claires. Alors on pourrait dire c'est normal ce poste-là, mais bon, en tout cas, il pourrait ne pas être un bon communicant. Alors évidemment, on est sur une ligne politique qui est classique, hein, notamment vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis des conflits actuels sur lesquels le pouvoir politique français s'est positionné, ce qui est normal, hein, il n'est pas là pour, il est là pour faire fonctionner la machine, hein. Mais si, pour ceux qui s'intéressent au positionnement des armées françaises et puis à des concepts stratégiques comme compétition, contestation, affrontement, c'est exprimé de manière très claire par quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet, qui est modeste, hein, et qui a un passé opérationnel quand même assez conséquent, puisqu'il a commencé quand même comme chef de section des chuteurs opérationnels, 2e régiment étranger de parachutistes. Donc, très clairement, c'est une élite physique, hein, sur le plan opérationnel, et on est sur des gens qui sont hyper sélectionnés quand on parle du chef d'état-major des armées, que j'avais eu l'occasion de rencontrer très brièvement lorsque j'étais encore en poste. Mais voilà, donc je vous conseille de regarder cette interview, elle est très, 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 très pédagogique et très didactique. Et également le retour de notre chère Caroline Galacteros, toujours aussi lucide et puis intéressante à écouter sur la chaîne TV Liberté, avec la non moins excellente Élise Blaise. Remarquable journaliste, hein. Quand je vois le niveau de culture qu'a cette journaliste par rapport à des grandes sommités que l'on voit sur les plateaux de LCI, qui ont une culture qui me paraît assez légère. Ouais, bref, voilà. Donc, vraiment une interview qui est très, très intéressante à suivre. Voilà, j'en ai terminé. Bon, et alors, donc, J'arrête le partage. tu vas arrêter le partage. Voilà, nous y voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà un tour de piste, je pense, assez complet. Un tour d'horizon, tour de piste, non, Ouais, tour de piste, on pourquoi n'est pas. pas des animaux de cirque, hein, donc c'est un tour d'horizon. Merci encore, Hervé, de ce boulot, de cette approche extrêmement importante. Tout à l'heure, j'ai dit, et je ne veux pas que l'on arrête sans que j'ai fait cette petite observation sur Israël et État démocratique. Alors, on l'entend souvent. Bon, je suis de ceux qui, culture juridique oblige, considèrent que la démocratie, c'est pas seulement le fait de faire des élections de temps en temps. Hein, enfin, pas de temps en temps, à des périodes normales. Hein, c'est très bien, la démocratie représentative, on vote. Mais en dehors de ça, il y a tout un tas de principes, de préceptes, de règles qu'il faut appliquer. Et ça, Israël ne les applique pas. Ne les applique pas, c'est un état de non-droit. Hein, pour toute la population palestinienne, mais pas seulement, c'est-à-dire que les incarcérations sans jugement, les incarcérations administratives, les spoliations et les atteintes à la propriété privée, enfin, je prends ces éléments-là, et c'est d'ailleurs toute la bataille qu'il y a eu politique autour de la réforme éventuelle de la Cour suprême qui était en cause. Donc, je ne sais pas si on peut dire d'un pays qui viole régulièrement les délibérations de l'ONU, qui viole délibérément et qui dit d'ailleurs, je ne les respecterai pas, hein, le droit international, je ne sais pas si on peut dire que c'est une démocratie. Et dire d'un pays que c'est une démocratie alors qu'il domine, qu'il exploite d'ailleurs, hein, parce que les conditions sociales, les conditions de travail de la population palestinienne dans les entreprises israéliennes et celles des citoyens israéliens ne sont pas les mêmes. Hein. Quand on entend apartheid, pas apartheid, etc., il y a des statuts juridiques différents entre les personnes qui occupent ce territoire aujourd'hui organisé et dominé par Israël. Donc, l'idée, c'est la seule démocratie du Proche-Orient, je ne la retiens pas. Pour moi, non, ça ne m'est pas opposable, cette affirmation. Je ne dis pas que les pays d'à côté sont formidables, hein, ça pas du tout. Hein, mais non, on ne peut pas dire que ce soit au plan des standards de la démocratie libérale classique, celles qui sont les nôtres, hein, qui fonctionnent plus ou moins bien en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Voilà, c'était ma petite charge non pas contre Israël en la circonstance, c'est un constat que je fais, mais une petite charge contre cet argument qui nous est en permanence asséné. Je pense à l'ineffable Pascal Praud qui doit le dire 20 à 30 fois par jour. Voilà, mon cher Hervé, on a fini par dire du mal de quelqu'un à la fin quand même, toujours.
hein, il faut bien. Merci de votre attention. À très bientôt dans une actualité qui reste toujours difficile. Alors, entre-temps, vous pouvez aller sur le compte Twitter d'Hervé, hein, c'est-à-dire que vous avez l'information quotidienne. Là, on vous donne du caviar toutes les semaines, hein, le travail d'Hervé, mais vous pouvez l'avoir également tous les jours sur son compte Twitter. Je vous invite à vous abonner. Voilà, à bientôt. À bientôt.